Alors, les tableaux statiques. On va voir un peu après qu'il y a des tableaux dynamiques. Pourquoi statiques? Puisque, en fin de compte, la taille du tableau, qui est une variable indicée, on va le voir juste après, la taille en mémoire du tableau va être décidée au moment de la programmation par le développeur. Alors que les tableaux dynamiques, la taille du tableau va pouvoir varier durant l'exécution du programme. On reviendra bien entendu sur cette notion. Alors, les notions de type composé. Alors, on a vu les types de base, les variables primitives, int, double, boolean, et ainsi de suite. Là, on va parler de types plus complexes. On appelle de type composé, type évolué. Alors, un exemple de type complexe, par exemple, vous voyez ici, on aura un tableau d'âge, un tableau d'entier. On va voir plus tard, on peut avoir des types encore plus complexes. Alors, un tableau, en fin de compte, c'est ce que l'on a ici entouré, d'accord? C'est une variable indicée, est une collection de valeurs homogènes, constituée d'éléments qui sont tous de même type. C'est un ensemble de valeurs portant le même nombre de variables et repérées par un indice. C'est-à-dire que là, par exemple, dans notre tableau âge, on a 5 variables qui composent ce tableau. C'est un ensemble de variables, il y en a 5, 20. Les valeurs sont 20, 35, 26, 38, 22. Et on va pouvoir accéder en lecture, en écriture, exactement comme une variable primitive. On va pouvoir y accéder via un indice. Alors, c'est-à-dire, prenons, alors on reviendra après sur la gestion mémoire des variables de base et des variables évoluées. C'est quelque chose de très important. Et vous allez voir que au fur et à mesure du cours, on reviendra plusieurs fois sur cette gestion. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est un tableau statique et après on reviendra sur cette diapositive-là pour parler de la gestion mémoire plus exactement. Alors, les tableaux statiques, taille fixe. Par exemple, imaginons ici, on a un tableau qui s'appelle score. D'accord ? Regardons en bas. Là. Ici, on a quoi? On a à gauche de l'opérateur d'affectation, on déclare une variable qui est un tableau, ce que vous voyez avec les crochets ouvrants, crochets fermants, d'entier. INT avec nos deux crochets score, c'est-à-dire que score représente un tableau d'entier. Donc les deux crochets nous spécifient que score est un tableau et INT devant que c'est un tableau d'entier. Dans cet exemple-là, vous voyez à droite de l'opérateur d'affectation entre accolades, on a 4 valeurs qui sont des entiers. En fin de compte, ce qu'il se passe, c'est-à-dire que là, à droite de l'opérateur d'affectation, on réserve de la mémoire pour notre tableau. Donc on réserve ici 4 composantes pour notre tableau. Et ici, ça va renvoyer la référence sur ce tableau. C'est-à-dire qu'on va avoir une référence qui s'appelle score, qui va pointer, qui va référencer l'espace mémoire où on aura nos 4 entiers. C'est ce que vous avez ici. D'accord ? Et ça veut dire quoi? Ici, on a dit que c'est une variable indicée. Un indice, ça va être un entier qui va identifier, qui va nous permettre d'identifier les différentes composantes de notre tableau. Alors, l'indice, en fin de compte, varie de 0 à taille moins 1. La taille de notre tableau est de 4. Donc, en fait, l'indice va varier de 0 à 3. Le premier indice,
nous permet d'identifier la première composante de notre tableau, indice 0, indice 1, la deuxième composante, indice 2, la troisième composante, indice 3, la quatrième composante. L'indice est toujours un entier. Alors, là, on peut initialiser à sa déclaration. Là, dans cette instruction, on déclare un tableau d'entier, ici, et on va initialiser avec ce qu'il y a à droite de l'opérateur d'affectation, donc ici avec nos 4 valeurs. Là, on initialise le tableau à la déclaration de celui-ci. Donc si on peut aussi, très bien, déclarer et construire un tableau de taille fixe sans initialiser les valeurs. Alors, je vais revenir sur la première planche. Là, on reviendra assez souvent sur cette notion. La différence de gestion mémoire entre les types de base, c'est-à-dire les variables primitives, par exemple, ici, double x est égal à 12.98705. En fin de compte, à x, associé à x, on réserve de l'espace mémoire pour enregistrer la valeur réelle de notre variable. Pour les variables de type évolué, comme les tableaux, les chaînes de caractères, toutes les structures de données que l'on va voir à partir de maintenant, en fin de compte, on a une référence qui est une variable, donc par exemple ici string v est égal à welcome, si l'on prend une chaîne de caractères. V contient lui une référence, donc c'est une variable associée à un espace mémoire qui contient une référence, et cette référence un espace mémoire où on a la valeur de la variable. Alors ça peut paraître un petit peu complexe dans un premier temps, mais vous allez voir que comme on va en parler souvent et que on va voir différents types de structures de données, donc c'est-à-dire de variables, et toutes les variables à partir de maintenant vont être gérées via des références. D'accord ? Donc ici, notre variable v, string v qui est égal à welcome, on réserve de l'espace mémoire, on va enregistrer welcome. Et à v, notre variable en fait qui est une référence qui va référencer, donc en gros on peut voir ça comme si c'était une adresse, même si c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un détail, comme si on avait dans v une adresse mémoire qui pointe vers la valeur de la variable v, donc c'est-à-dire ici la chaîne de caractères welcome. Donc ça c'est important de bien le comprendre. Alors même si vous l'intégrez pas tout de suite, vu qu'on va y revenir assez souvent, puisque ça aura des conséquences par la suite et c'est une notion importante ici, c'est quelque chose que l'on va revoir au fur et à mesure du temps dans ce cours. Alors on peut, comme on a vu là, initialiser notre tableau à la déclaration du tableau, comme on fait là, avec cette syntaxe. D'accord ? À droite de l'opérateur d'affectation, on a la liste des valeurs d'initialisation, et à gauche, on a la déclaration de notre variable qui est en fait une référence. Alors, on peut aussi construire un tableau de taille fixe, donc là on est dans les tableaux statiques, sans initialiser les valeurs du tableau. Alors on peut le faire en deux instructions, en une instruction. Regardons en le faisant en deux instructions. INT, crochet ouvert, crochet fermant, score. Là, on déclare une référence à un tableau d'entier. Score est une référence à un tableau d'entier. Et sur la seconde instruction, score est égal à new int4. On a donc à droite de l'opérateur d'affectation l'instruction new int4, en fait, qui va nous permettre de réserver de l'espace mémoire pour 4 entiers.
et il va retourner la référence que l'on va stocker dans notre variable score. Donc on peut le faire en une instruction. C'est ce que vous voyez ici. Et comme d'habitude, donc on évalue l'expression à droite de l'opérateur d'affectation. On réserve de l'espace mémoire pour 4 entiers. Cette instruction new va nous renvoyer la référence à cet espace mémoire que l'on a réservé et on va le stocker dans score. Puis, on peut donc regarder en bas. Ici, on a bien réservé de l'espace mémoire pour un tableau de 4 entiers et la référence est stockée dans score. Et après, on peut très bien initialiser, accéder aux éléments du tableau en faisant score et notre indice. Donc, score de 0, c'est le premier élément de notre tableau. Score de 1, c'est le deuxième élément. Score de 2, c'est le troisième élément. Score de 3, c'est le quatrième élément. Donc, on peut accéder aussi bien ici en écriture, mais aussi en lecture, on va le voir dans les planches suivantes, aux valeurs de notre tableau, aux différents éléments de notre tableau. Donc, ce que l'on peut faire ici, nombre d'éléments d'un tableau. Pour récupérer la taille du tableau, le nombre d'éléments du tableau, c'est la référence de notre tableau, par exemple ici, score1.length. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez, on a déclaré notre tableau en l'initialisant à la déclaration. Donc, on a bien un tableau de taille 4 et score1.length va nous renvoyer 4. Donc, ici, on affiche 4. Et la même chose, si on réserve de l'espace mémoire pour notre tableau, ici, on réserve de l'espace mémoire pour 2 entiers. Donc, score2.length, ici, est de taille 2. D'ailleurs, les références. Regardons, ici, on déclare un tableau de réel. Double, crochet ouvert, crochet fermant, tab est égal à 1.1, 2.2, 2.3. Donc, on déclare un tableau tab de réel et on initialise les éléments du tableau. Et si on essaye d'afficher directement notre variable tab, en fait, il nous affiche la référence ici, d'accord, 22 69 46 D2, qui est en hexadécimal. Donc, il nous affiche la référence. Alors, on peut voir ça comme une adresse dans un premier temps, même si ce n'est pas une adresse. Donc, en fait, c'est pour que ça soit plus simple à comprendre, mais en fin de compte, c'est un identifiant. C'est pas vraiment une adresse, même si il n'y a pas une grande différence. Alors, on a une possibilité ici pour parcourir un tableau. Alors, je ne vais pas m'attarder pour l'instant. Regardez-le. D'accord? Double élément de point tab. En fait, élément va prendre alternativement à chaque itération une nouvelle valeur. À la première itération, élément va prendre 1 point. À la deuxième itération, élément va prendre la valeur 2.2. Et à la troisième, 3.4. C'est une syntaxe. Alors, pour l'instant, je vous déconseille d'utiliser cette forme-là. D'accord? Utilisez toujours la forme que l'on a étudiée précédemment, hein, ce que vous voyez en bas. Donc là, on déclare un tableau de réel, tab, et on initialise les valeurs de tab. Okay. Et on parcourt notre tableau. Comment faisons-nous pour parcourir? On va faire varier notre indice. Ici, utilisons i. I va prendre tab.length, on sait que ça donne 3. La taille du tableau. Donc, i va prendre successivement les valeurs 1 à la première itération, 0 à la première itération, 1 à la deuxième itération, 2 à la troisième itération. Donc, on va faire system.out.print de tab de 0, espace, puis on va afficher tab de 1, espace, puis tab de 2 à l'itération suivante, espace. Donc, on aura bien ici, en sortie,
la liste des valeurs des éléments de notre tableau. Donc, en fin de compte, moralité de l'histoire, ici, une structure itérative, donc le for, est tout à fait adaptée pour parcourir les éléments d'un tableau. Et c'est souvent le cas, puisque quand on a un tableau, c'est une valeur homogène de données. Donc, on aura un tableau de réel, ou alors un tableau d'entier, ou alors, et qui représente des grandeurs un peu similaires. Et donc, il y a de grandes chances qu'on ait besoin soit d'afficher toutes les valeurs du tableau, soit de traiter, c'est-à-dire d'exécuter des instructions, les mêmes, sur chaque valeur du tableau. Alors, prenons attention ici à l'opérateur d'affectation, justement, pour nos tableaux. Regardez, ici, on déclare un tableau de 3 entiers. T1. On parcourt les valeurs de notre tableau et on l'initialise. Donc, pour la première itération, i va être 0, donc T2,0 est égal à 0, ce que vous voyez à droite. T2,1 est égal à 1 pour la deuxième itération. T2,2 est égal à 2 pour la troisième. Et on fait la même chose, quelque chose de similaire pour notre tableau T2 qui, lui, est de taille 2. Et de la même manière, on va initialiser les valeurs du tableau. On aura bien T2 de 0 égale 10, T2 de 1 égale 11. Donc on a en mémoire, ici, jusqu'à maintenant, cette empreinte. Donc T1 est une référence sur un tableau de 3 entiers initialisés aux valeurs 0, 1, 2. T2 est un tableau de 2 entiers dont les éléments sont initialisés à 10 et 11. Maintenant, si l'on fait T1 est égal à T2, en fin de compte, sachant que T1 est une référence sur le tableau 1, T2 est une référence sur le tableau 2, si T1 est égal à T2, en fin de compte, maintenant, il ne va plus référencer cette valeur, le tableau T1, on va référencer le tableau T2. D'accord? Vu que ce sont des références. Prenez pour l'instant l'analogie de l'adresse, c'est très bien pour comprendre cette notion. D'accord? Et donc, en fait, en résultat, à la fin, après avoir T1 est égal à T2, on aura cette empreinte mémoire. Alors, ce qui veut dire, ici, il y a une notion qui peut être intéressante, c'est-à-dire que notre premier tableau n'est plus référencé par aucune variable. Donc ça, c'est de l'espace mémoire qu'on a réservé, mais qui n'est plus référencé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de variables pour y accéder. Par conséquent, ici, cette allocation mémoire qui a été faite, c'est de la mémoire qui est perdue, puisqu'on ne peut plus accéder aux valeurs. Et là, on parle de fuite mémoire. D'ailleurs, dans des langages de programmation comme C, C++, par exemple, on pourrait très bien avoir ce qui s'appelle des fuites mémoire. C'est-à-dire que votre programme alloue de la mémoire, mais la désalloue jamais. Et à partir, au bout d'un moment, en fin de compte, il n'y aura plus d'espace en RAM, c'est-à-dire que toute la RAM aura été consommée, en tout cas l'espace qui lui aura été réservé. Vu qu'il n'y aura plus d'espace mémoire pour le programme va se planter. D'accord? Ça peut arriver. Alors, en Java, non, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle un RAM assigned. On le verra un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est un petit logiciel, encore une fois, qui va être exécuté par la machine virtuelle, c'est-à-dire l'environnement d'exécution, en gros par Java, par le programme qui exécute du langage Java, et il va exécuter un logiciel qu'on appelle un RAM assigned, qui lui va vérifier que tous les espaces mémoire qui ont été réservés sont référencés. S'il voit des espaces mémoire réservés qui ne sont plus référencés, en fait, il va désavouer la mémoire et donc ici, libérer la mémoire qui a été réservée pour notre tableau de 3 entiers qui maintenant n'est plus référencé. Alors, donnez le schéma mémoire de l'exécution de ces deux codes. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et on va faire tout de suite la correction. Donc, si on fait int a est égal à new int, donc on réserve de l'espace mémoire pour 10 entiers.
Ok, 10 entiers. Alors, je vais essayer de le faire pas trop. Voilà, peu importe. Ok. Et là, on a une référence qui s'appelle A, qui référence ce tableau. Très bien. On fait la même chose pour B. À B, on va réserver de l'espace mémoire. On va référencer un espace mémoire où on a réservé de l'espace pour 10 entiers. Alors, c'est très schématique ce que je fais. Hein. Ok. Puis après, on initialise A avec notre structure itérative. C'est-à-dire que A, vu que I varie de 0 à 9 compris, donc I va prendre successivement les valeurs 0, 1, 2 jusqu'à 9, et l'on fait A2, I est égal à I, donc en fait on va avoir 0 pour le premier élément, 1 pour le deuxième, jusqu'à 9. Ok. Alors c'est très mal écrit, hein, mais je pense que vous comprenez. Puis après on fait B égale A, c'est-à-dire que à B on va lui affecter la référence A, c'est-à-dire que B ne référence plus le tableau que l'on a réservé précédemment, mais va référencer le même tableau que A. Regardons le deuxième petit programme. Donc de la même manière, on réserve pour A de l'espace mémoire que l'on va, pour 10 entiers, que l'on va initialiser donc de 0 à 9. Ok. Pour B, on va faire la même chose. On réserve de l'espace mémoire pour 10 entiers. Et là, si vous regardez ce que l'on fait, donc dans la première boucle itérative, structure itérative, on initialise donc notre tableau référencé par A, où les éléments vont varier de 0 à 9. Et si dans la deuxième structure itérative, ici, on a bien B de I est égal à A de I, c'est-à-dire que B de 0 est égal à 0, B de 1 est égal à A de 1. Dans ce cas-là, on va bien avoir aussi B qui varie de 0 à 9, les éléments de notre tableau. D'accord? Donc, bien comprendre la sémantique de l'opérateur d'affectation pour des variables qui sont des références, en fin de compte. Alors, sémantique de l'opérateur double égal. Là, on revient encore sur cette histoire de référence. D'accord? Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie questions, à poser vos questions sur l'application web. Alors, regardons ici, on déclare A et B deux tableaux, A et B. Ok, donc de la même manière, on a A qui référence un tableau de 10 entiers. Ok. B, alors A il est très mal fait, hein, mais bon, soit. B référence lui aussi un tableau de 10 entiers. Ok. Puis après, on initialise A avec notre boucle itérative, c'est-à-dire que A va varier donc de 0 à 9, comme tout à l'heure. B va aussi varier de 0 à 9 avec la deuxième boucle itérative. Ok. Est-ce que A est égal à B? Non, A n'est pas égal à B puisque les deux références sont différentes. A ne référence pas le même espace mémoire que B. Ce sont bien deux références différentes. Donc on va écrire les références sont différentes. Puis après, mais ce que l'on veut, c'est tester si les valeurs de notre tableau A
sont égales aux valeurs du tableau B. Regardez bien ce que l'on fait ici. On déclare un booléen contenu identique à vrai. Puis après, on va parcourir nos tableaux. Donc, i varie de 0 jusqu'à 9. Et pour chaque itération, pour chaque élément du tableau, on teste si B de i est différent de A de i. Donc, on va tester B de 0 est-il différent de A de 0, B de 1 différent de A de 1, jusqu'à B de 9 différent de A de 9. Si on trouve au moins une différence entre deux composantes du tableau, dans ce cas-là, contenu identique est égal à false. Puis après, dans notre structure alternative que vous voyez en bas du code, le contenu identique ici, si il est vrai, donc on affiche le contenu identique. S'il est faux, on affiche le contenu différent. Dans notre cas, ici, le contenu est identique, puisque A et B, les 10 éléments varient de 0 à 9. Ok. Alors, quelques exemples de manipulation de tableau pour enfoncer le clou. Alors, la première élément, je reviens pas dessus. Alors, c'est vraiment pour que vous le voyez déjà dans un premier temps, mais je vous conseille de pas l'utiliser. C'est-à-dire que, alors je vous l'explique quand même, bien entendu. C'est-à-dire que là, on a un tableau de taille 10 et l'on a initialisé les valeurs de 1 à 10. Puis après, for int élément de pointable. En fin de compte, élément va prendre successivement pour la première itération la valeur 1, la deuxième itération la valeur 2, la troisième itération la valeur 3, etc. jusqu'à la 10e itération la valeur 10. Et là, on affiche élément. Ce qui nous fait ici, le tableau contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, avec les indices, et je vous conseille d'utiliser notre structure de contrôle que l'on a l'habitude de mettre en œuvre. Donc, int i est égal à 0, i inférieur à tab.net, donc i va varier de 0 jusqu'à 9, i++, comme d'habitude, on incrémente i à chaque itération. Et dans ce cas-là, on affiche ici l'élément, donc la valeur de i, donc pour la première itération 0, vaut tab de 0, c'est-à-dire 1. Pour la deuxième itération, i est égal à 1, on affiche l'élément 1, vaut le deuxième élément de notre tableau, c'est-à-dire 2, et ainsi de suite. Et donc, vous aurez en console ce résultat-là. Donc là, on a itéré pour lire les éléments du tableau et les afficher. On peut très bien aussi, par exemple, dans le dernier exemple de la page, petit code, on déclare un tableau de taille 4. On n'initialise pas ici ces valeurs. Soit i va varier de 0 à 3. Donc, i va prendre successivement les valeurs 0, 1, 2, 3. Et on demande à l'utilisateur d'entrer l'élément, de saisir l'élément, par exemple l'élément d'indice 0, pour la première itération. Et donc, tab de 0 est égal à scanner next.int. Scanner next.int lit un entier à partir du clavier. Donc, on évalue l'expression à droite de l'opérateur d'affectation. Une fois qu'on aura lu la valeur à partir du clavier, on va la stocker dans tab de 0 pour i est égal à 0. L'itération suivante, i est égal à 1. On stockera ce que l'on aura lu au clavier dans tab de 1, le deuxième élément, etc. Donc, c'est-à-dire que là, vous aurez ici cette sortie en console. Alors, vous parlez un petit peu ici d'un tableau à 2 dimensions. On peut très bien avoir des tableaux à 2, 3, autant de dimensions que vous voulez. En fait, c'est des tableaux dans des tableaux à 2 dimensions. D'accord? C'est-à-dire que là, en fin de compte, c'est comme si on avait 1, 2 sur notre première ligne, 3, 4 sur la deuxième et 5, 6 sur la troisième. D'accord? C'est un tableau à 2 dimensions, tout simplement, quelque part. Et ce que l'on va avoir ici, alors je reprends mon outil, ok,
Je vais réafficher en grand écran. OK. Ici, on déclare notre tableau à 2 dimensions. Donc la première ligne 1, 2, deuxième ligne 3, 4, troisième ligne 5, 6. D'accord? Si on fait y de 0, en fin de compte, ça correspond à la première ligne. Y de 1 à la deuxième ligne, Y de 2 à la troisième ligne. Donc ici, les tailles des différents tableaux composants Y, en fait, sont de taille 2. Donc maintenant, on va avoir ce qu'on appelle une boucle imbriquée. C'est une boucle dans une boucle. Attention de bien mettre deux noms d'indices, de variables d'indices différentes. Utilisons I et J. Alors, on va l'exécuter pas à pas. Donc, INTI est égal à 0, I inférieur, donc ici, à 2. OK. 3, pardon, excusez-moi. La taille de notre tableau, c'est 3 lignes. Donc, on va avoir 3 ici. D'accord. Puis, après, on a une boucle à l'intérieur. Donc, I va être égal d'abord à 0. Donc, I est égal à 0. D'accord. Puis, on exécute le bloc d'instruction entre mes deux accolades. J est égal à 0. On initialise J est égal à 0. J inférieur à Y de 0, point length. On a dit Y de 0, point length, c'est 2. On l'a vu juste au-dessus. Donc, système out print Y de 0 et 0. Y de 0, 0. Vous voyez qu'en fin de compte, on va utiliser pour un tableau à 2 dimensions, 2 indices, avec la syntaxe, là, crochet ouvert I, crochet fermant, crochet ouvert J, crochet fermant. Donc là, on utilise ici Y de I, donc Y de 0, 0. Y de 0, 0, c'est 1. C'est le premier élément de la première ligne de mon premier tableau. Donc ici, on affiche 1. On voit. Puis on incrémente J. J devient égal à 1. Système out print Y de 0, 1. Dans ce cas-là, c'est la valeur 2, le deuxième élément de ma première ligne. D'accord? J'incrémente J. J devient égal à 2. Ma condition est fausse. Je sors de la boucle. Je vais à la ligne. J'incrémente I. I devient égal à 1. Puis j'exécute le bloc d'instruction correspondant. Donc for J est égal à 0, donc j'initialise encore une fois J. J'exécute ce qu'il y a à l'intérieur complètement de mon bloc d'instruction. J'initialise J à 0. Donc j'affiche Y de 1, 0. Y de 1, 0, c'est 3. Deuxième ligne, premier élément. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, ça peut paraître un peu complexe. Dans un premier temps, les tableaux à plusieurs dimensions, pour moi aussi, hein, quand j'ai commencé à étudier le développement logiciel, bien entendu, c'est la première fois que vous tombez dessus. D'ailleurs, les tableaux, vous n'avez pas encore fait d'exercice, on va les faire juste après. Donc, il n'y a pas de... Donc, regardez bien le cours. Il y a quelques notions que vous devez comprendre pendant le cours et jouer avec un peu. Moi, je vous conseille vraiment de faire quelques manipulations sur votre IDE. De toute façon,